était versé sur le compte de la mère de Sina Lawson. Ça, c'est une information que je vous donne. Vous imaginez le montant de transactions tous les jours des gens de T-Money. C'est pourquoi à un moment donné, la Togocel a eu la mauvaise idée d'augmenter un peu les frais, les commissions sur les envois, les transferts et tout. Ça a failli créer un tollé, un problème et tout ça là. Et ils ont reculé. Mais ce n'est pas petit, quoi. C'est des centaines de millions par mois de transactions de T-Money. Cette dame, par exemple, elle ne peut jurer que par Faure Gnassingbé, que par le système. Donc ça également, c'est le pouvoir de l'argent. Il y a des officiers qui sont des généraux à la retraite. Vous savez, très souvent, quand on veut organiser un coup, quand on veut monter, et voilà, un complot, je ne veux pas parler de complot, ou bien on veut affranchir le peuple de la servitude d'une dictature, parfois, les conseillers, les grands conseillers qui le font, c'est des généraux à la retraite. En Côte d'Ivoire, le général Gueye, il a été appelé après voilà la chute de truc pour venir prendre le pouvoir. Mais le pouvoir togolais a réussi à caserner ces généraux, non seulement pour rester à la maison, mais pour avoir une activité qui leur rapporte de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir certains généraux, ils sont devenus les responsables directeurs généraux de sociétés de paysagisme dans la ville de Lomé, je ne sais pas comment on l'appelle, je suis en train d'oublier les sigles et les institutions au Togo. Et il y a le général Nyofam qui a sa part, il y a le général Zakari Nanya. Tout cela, ils ont certaines sociétés, certaines entreprises qui sont créées, fabriquées pour leur rapporter chaque fin du mois de l'argent et beaucoup d'argent. Et là, ils s'occupent de cela et ils ne peuvent pas se défaire, ils ne peuvent pas se rebeller, ils ne peuvent pas accepter tout ce qui peut faire dégager le régime. Donc, l'armée a été façonnée de cette façon, comme une institution loyaliste, bâtie sur un recrutement orienté, géographiquement, depuis l'époque coloniale. Parce que cette structure militaire, solidifiée en 1967, a offert au pouvoir non seulement une force, mais aussi une couverture ethno-militaire qui justifie un peu la continuité du système et en protégeant les intérêts. Donc l'argent, aujourd'hui, compense là où la force ne suffit pas, comme je le disais. Lorsqu'une contestation se manifeste, lorsqu'un leader commence à mobiliser, lorsqu'une communauté hésite, l'argent intervient pour acheter, calmer, neutraliser, rediriger. L'argent devient alors à la fois une récompense et une sanction. L'argent récompense la loyauté. Vous allez voir tous ces ministres qui sont là aujourd'hui et tout ça là, tous ceux qui sont dans la loyauté absolue, on leur donne de l'argent. Je suivais aujourd'hui le procès des conseillers d'Ali Bongo au Gabon et le juge posait la question à celui qui était un peu le conseiller de Ali Bongo. On lui posait la question et on lui a dit que on lui versait 400 millions de francs CFA par mois pour une bonification. Et le juge lui demandait, mais ça rime à quoi qu'on verse sur toi ton compte à Aura Banque Gabon 400 millions de francs CFA. Il a dit non, lui, il ne sait pas, c'est le chef, c'est le président qui a décidé et qui lui verse de l'argent. Lui, il ne peut pas dire au président que pourquoi tu me verses de l'argent, il va refuser. Voilà, ça c'est un exemple. Et au-delà de 400 millions de bonification, il avait 10 millions de francs par mois pour faire ses petits loisirs et tout. Vous voyez? Et ce n'est pas différent de ce qui se passe au Togo. C'est un peu la même chose. Il y a des gens qui ont de l'argent quotidiennement pour continuer à faire du n'importe quoi, tout ça là. Et ce sont ces personnes-là qui se disent à des moments donnés que si nous avons détourné l'argent de l'État, parce que au niveau des postes de responsabilité, des directions, si nous avons détourné l'argent, c'est parce que nous avons mis cet argent-là au service du régime. Nous avons organisé les manifestations, nous avons donné de l'argent
à certains jeunes pour organiser quelque chose pour Fort Gnassingbé. Nous avons donné de l'argent à des miliciens pour empêcher des manifestations. Nous avons commandé des t-shirts en Chine. Et au nom de ça, au niveau des banques togolaises, il y a la caution de l'État. Je connais plusieurs structures, dont Seco BTP, dont beaucoup d'autres structures et Centro, qui sont des sociétés de BTP de construction, de Bassay, qui est Kabiet, Pacha, qui sont cautionnés par l'État pour faire des prêts. Pour faire des prêts. Donc, quand ils ne remboursent pas, c'est l'État qui est la garantie. Donc, cela fait que l'armée et les institutions et les proches du pouvoir, tout ça là, c'est devenu un système financier pour la promotion, les grades, les paies, les missions. Tout est organisé et renforcer la loyauté autour de Fort Gnassingbé et autour du système. Donc, en résumé, pour parler un peu de l'influence de l'argent dans le système de Fort Gnassingbé, c'est que quand tout le monde crie aujourd'hui qu'il y a la pauvreté, les gens souffrent et il n'y a pas de travail, il y a rien et tout ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le pouvoir a décidé de généraliser un peu la pauvreté et créer une dépendance vis-à-vis du peuple. C'est pourquoi on préfère, au lieu que les gens gagnent dignement leur vie, au lieu que les gens gagnent un peu parce qu'ils sont méritants, on peut faire des dons ponctuels, donner des enveloppes électorales, faire des promesses de postes et avec des micro-privilèges et tout ça là, on injecte de l'argent juste pour rendre ces gens-là fidèles. Alors que cet argent peut être destiné à créer de grandes structures, les routes, les hôpitaux et tout. Mais cela n'a jamais eu lieu. C'est pourquoi dans tous les systèmes, dans toutes les structures de gestion du pouvoir qui devaient être de la gestion de l'État, la douane, le port, les marchés publics, les sociétés d'État, les sociétés de télécom, l'import, l'export et tout ça là, les exonérations et les licences, tout ça, c'est lié au pouvoir politique. En 2010, l'une des plaintes du Fort Gnassingbé contre moi, c'était le fait que j'ai dit qu'il y a des individus qui prennent le label, le nom de Fort Gnassingbé, surtout des femmes, qui se présentent comme ses maîtresses, ses copines. J'ai eu un enfant avec Fort, ça c'est Julie Begedou, donc je suis la plus cotée. Il y a d'autres femmes qui disent, elles vont sur des sociétés, des entreprises privées pour leur dire que ben, le chef de l'État m'a demandé que voilà, vous devez me donner le marché d'engrais. Et elle prend le marché d'engrais, des milliards de francs. Parfois, elle ne fournit pas cet engrais, mais reste impunie. Il y a même des ministres à l'époque, des grands ministres tout puissants, qui appelaient les sociétés, appelaient le port, du coup on a besoin de 500 millions parce que le chef de l'État a besoin d'un fonds pour faire quelque chose, pour régler un problème. Le chef de l'État veut voyager, donc on a besoin de 500 millions, donc ou de 50 millions par société. Donc ces gens-là, même à l'insu même de la présidence, collectent ces fonds et ils en font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que, à côté de cet argent facile qu'on essaie de distribuer à tour de bras, il y a aussi ceux qui profitent de la situation. Ceux qui profitent de la situation pour continuer à gruger et à influencer. Oui. Alors, si tu permets, je peux rapidement sauter sur ce que tu es en train de dire. Pour revenir sur un exemple très célèbre, dans le cas de l'ethnisation et lié à l'argent, le cas de, je crois que c'est dans les Aposo, où une entreprise, je crois que c'est Télécel ou Togocel, Togo Télécom. Togo Télécom avec IO, à qui on a confié ces entreprises-là. Et donc, tous ceux qui sont de cette région, ils les recrutent spécifiquement dans cette entreprise, qui fait que quand il s'agit de se soulever, ou en tout cas l'opposition veut faire campagne dans cette région-là, ces gens interviennent pour que la population réagisse. Est-ce que tu peux donner quelques éléments là-dessus, s'il te plaît? Oui, justement, on l'avait dit la semaine dernière,
c'est que... Tu reviennes sur certains éléments qu'on avait dit la semaine passée. Ça permet à ceux qui ont suivi le live aujourd'hui de faire le lien, parce qu'ils ne vont pas seulement comprendre le côté financier, s'ils n'ont pas et puis écouter un peu l'utilisation ou la cartographie même de ethnique et politique du tout. Voilà. Dans cette cartographie, quand il y a des sociétés qui sont comme appartenant à une localité donnée pour récompenser l'ethnie pour sa fidélité. C'est le cas de Togo Telecom dont tu as parlé. Togo Telecom, il y avait, il y a beaucoup de Iou, hein, puisque les noms des acteurs sociaux se ressemblent, il y a beaucoup de Iou et tout. Quand tu y vas et tu finis ton diplôme et que tu demandes à travailler, vous savez souvent comment ça se passe. Et la pratique, c'est que tu vas voir une autorité de ta localité, un ancien ministre, un ministre ou bien une personne influente, tu vas lui dire que voilà, tu viens d'obtenir ton diplôme et que tu es en train de chômer. Voilà, on va dire que, ah ben, voilà. Automatiquement, on t'oriente vers la société qui est d'office une société appartenant à cette ethnie ou à cette localité. C'est pourquoi, je le disais la dernière fois, Togocel était, Togo Telecom était pour les Atosso. C'était pour les Atosso. Donc quand tu vas là-bas, quand vous faites un peu présenter le trombinoscope des ressources humaines au niveau de Togocel, vous allez voir que presque 80% sont des Atosso. Parce que c'est eux qui sont là-bas. Et avant que le pouvoir politique nous nomme quelqu'un là-bas, c'est que on le nomme pour qu'il puisse drainer les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, tous ceux qui appartiennent à cette ethnie, et qu'ils puissent utiliser cette société pour les aider. Donc, eux, ils voient déjà automatiquement que quand on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, donc, c'est pourquoi ils font des manifestations, c'est pourquoi on fait des marches pour avoir nommé telle personne. Parce que quand on nomme la personne, on fait une marche, ça veut dire qu'à partir de ce moment, les gens doivent se déplacer pour aller directement là-bas quand ils ont besoin de quelque chose. Même pour les marches de soutien pour Fort Yacimbe, on sait que cette société appartient à telle personne. Quand Djeteli a pris la direction de la CET, j'avais un ami là-bas, dont je ne vais pas donner le nom. Ben, qu'est-ce que lui aussi l'a fait? Ben, je crois que c'était des consignes qui étaient données, c'était les bassards. Djeteli est bassard. Donc, c'était les bassards à un moment donné qui avaient inondé la CET. Et ça a créé une situation vraiment très difficile où il y avait la corruption, il y avait les problèmes au niveau des ressources humaines, il y avait des stages qu'on donnait à des gens qui ne méritaient pas. Donc la CET était remplie des bassards. Et bon, naturellement, des amis de ceux qui sont là. Avant que la tension ne soit montée pour que finalement on change de direction. Et Togocel, je vois quelqu'un qui le dit, oui, c'est vrai. Et Acha Deji Afo a été longtemps le directeur de Togocel. Il est de Tchamba. Et quand vous voyez l'architecture de Togocel, depuis la direction jusqu'à un certain niveau, même pour les marchés qu'on donne, pour qu'on puisse faire, voilà, fournir de la logistique et tout ça là pour Togocel, pour des prestations, même pour les campagnes qu'on organise souvent à la plage et partout, c'était les gens de Tchamba ou par ricochet les Kotokoli, parce que Tchamba c'est un peu proche des Kotokoli, ils ont un peu, ils parlent un peu la même langue et tout. Donc c'est eux qui étaient, voilà, avaient cette responsabilité. Alors que, bon, l'armée, naturellement, les FAT, c'est les Kabyais qui sont là. La présidence, il y a une majorité Kabyais. Le port, comme à un moment donné, on ne pouvait pas contrôler le port qui était situé, bon, à Lomé, et puis dans une zone qui appartient aux gens de baie. Mais le port, de façon stratégique également, c'est beaucoup plus. Tous ceux qui viennent de Kara, tous ceux qui viennent de Nord, tous ceux qui viennent de Kabyais, c'est eux qui viennent parce que il y a au niveau de certaines directions générales des Kabyais qui ont ces postes de responsabilité. Et cela échappe. Ça échappe parfois même au directeur général du port autonome de Lomé qui aurait la volonté
de pouvoir aider peut-être les gens de Bay. Mais ce qui n'a jamais été le cas parce que il n'est pas très impliqué dans sa communauté de Bay. Donc voilà quelques exemples. Et puis il y a beaucoup d'autres sociétés comme ça qui appartiennent à des ethnies et que les responsables sont là, sont nommés là. Vous vous rappelez, il y a Tchédré ou bien Tchédré qui a été ministre des Pistes rurales, qui a été nommé, il est de Tapaon, mais il a fait scandale à un moment donné quand il a dit que voilà, vous ne savez pas ce que nous pouvons faire pour vous, ce que le RPT UNIR est en train de faire pour votre localité. Et ça l'a échappé. Il a dit que, mais pour les postes et dans les recrutements, pour recruter les salariés, les employés dans la fonction publique, vous savez ce que nous faisons? Parfois, nous sommes obligés de fermer les yeux sur vos diplômes, sur vos compétences, pour qu'on puisse vous mettre là-bas. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas méritants, parce que lui, il est de la localité, il est nommé dans la localité, donc il peut facilement coopter des gens, choisir des gens sur le bout des doigts sans avoir forcément des compétences à servir dans l'administration pour qu'ils puissent aller. C'est pourquoi même pour en fait recruter des gens, quand on lance un concours, on fait déjà un quota d'office. On dit que voilà, ça dépend de ceux qu'on veut recruter, des enseignants et tout. On dit telle ethnie, chacun doit fournir un nombre des gens qui sont de sa localité. Vous voyez comment même au niveau de l'emploi, de la fonction publique, c'est biaisé. Et comme la plupart de ceux qui sont dans l'administration, les cadres et tout ça là, appartiennent à une ethnie, donc automatiquement, cette ethnie a le vent en poupe, a la part de lion. Et c'est malheureusement, et c'est pourquoi dans toutes les administrations, vous allez voir les gens qui sont du système du RPT, qui sont plus proches de l'ethnie du président de la République pour qu'il puisse être là. Donc, voilà un peu en quoi je peux répondre à cette question. Il y a aussi beaucoup d'autres cas. Il y a beaucoup d'autres cas à Safer. Et Safer, je crois que le monsieur de Safer, il est de Cambole ou bien de quelque part. Il a mis les gens là-bas. Et voilà, on parle de PIA, la plateforme industrielle d'Adetikopé et tout. Donc c'est comme ça ils ont manipulé l'ethnie pour que l'ethnie soit fidélisée et soit l'arme. Donc la domination repose uniquement sur la force, elle repose sur une ingénierie subtile. Appauvrir pour acheter. C'est pourquoi je dis la pauvreté n'est pas accidentelle au Togo. La pauvreté au Togo, c'est quelque chose qui est instauré, qui est entretenu. Diviser pour régner. Ça, c'est la stratégie enseignée par Machiavel et tout. Et bon, ça, le pouvoir togolais et Faure Gnassingbé et son entourage, ils appliquent à la lettre le principe de Machiavel. Diviser pour régner. Et puis, militariser pour intimider. Les camps militaires, jusqu'à Zola, où on met les camps militaires, c'est pour intimider la population, c'est pas pour assurer la sécurité de la population. La preuve, quand le camp est là, il n'y a pas de relation de sécurité entre les militaires qui sont dans ces camps avec la population. Parfois, les gens, ils sont là, ils attendent seulement qu'on donne un mot d'ordre pour qu'ils aillent mater la population. Ils ne sont pas là pour faire des sorties de cohésion, de solidarité. Non. Quand il y a un camp dans un milieu, c'est parce qu'on a semblé comprendre qu'il y a une hostilité politique dans ce milieu et on met le camp pour essayer, je me rappelle de ce terme d'un journal qui avait écrit à l'époque, quand on avait massacré les gens de Bay, il avait dit que les militaires sont allés pacifier Bay, parce que Bay était trop agité. Donc on met les forces armées, les camps dans des milieux. Donc appauvrir pour acheter, diviser pour régner, militariser pour intimider. Donc, l'argent est l'arme silencieuse du régime. L'argent s'infiltre dans les familles, les carrières, les ambitions, les ethnies, les institutions, partout où il y a l'argent. Et quand quelqu'un s'agite, il fait des trucs et puis il est incontrôlé, le premier réflexe, c'est de mettre l'argent devant. Même ceux qui vont négocier, il y a souvent des démarcheurs autour du système politique
qui vont négocier, ils vont dire que ben, lui là, ben, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il faut lui trouver de l'argent. C'est ce qu'on a fait à Amron. C'est ce qu'on a fait à Amron parce que il était critique, il a été arrêté, il était interné et on lui dit ben il faut lui donner 25 millions pour qu'il se taise parce qu'il pense que les problèmes de tout le monde c'est l'argent. Donc il suffit de lui donner de l'argent, de mobiliser les parents, d'intimider les parents. Mais c'est quand la personne devient hostile et n'accepte pas le pouvoir de l'argent, il y en a plein de ces genres de problèmes. Là, dans ce cas, il faut le liquider, il faut le chasser, il faut le tuer, il faut le mettre en prison ou bien il faut le chasser en exil. Donc, comprendre ce mécanisme, c'est la première étape pour la défaire. Il faut défaire ce mécanisme. Car un peuple qui comprend le pouvoir de l'argent peut briser le pouvoir de ceux qui utilisent l'argent contre lui. Un peuple qui comprend le pouvoir de l'argent dans un système de manipulation peut briser le pouvoir de ceux qui l'utilisent contre lui. Comme on le dit, les vaccins contre voilà, la morsure du serpent sont fabriqués à partir du venin du serpent. Donc il faut trouver l'antidote qui permet un peu de contrer ce pouvoir de l'argent. Et c'est parce que ils ont le contrôle sur les richesses, ils ont le contrôle sur un peu les régies financières et tout. C'est pourquoi ils le font. Et ils ont l'habitude, parfois même, d'aller au-delà de l'ethnie et de manipuler les institutions étrangères ou bien les structures étrangères au nom de l'argent. Vous pouvez imaginer, quand on était à l'université, dans les années 96-98, le Nigeria avait besoin des professeurs de français. Et le Nigeria a lancé des concours et il y a beaucoup de Togolais qui ont été acceptés, qui devaient aller à ces concours. Ils ont réussi et ils sont allés. Maintenant, le salaire de l'enseignant de français au Nigeria est très élevé. C'est presque 4 fois le salaire de l'enseignant togolais. Les autorités togolaises, dans leur cynisme de contrôle des Togolais, parce qu'ils ne veulent pas que la jeunesse togolaise s'épanouisse, le travail togolais s'épanouit, ils vont dire au Nigeria que les salaires des fonctionnaires togolais au Nigeria doivent passer par le système de paiement au Togo pour que eux ils payent à leur échelle. Ça veut dire que si le Nigeria décide de payer 300 000 francs, 400 000 francs à l'enseignant de l'école primaire ou bien du lycée, l'enseignant de français, comme au Togo, c'est 50 000, c'est 60 000, c'est 100 000 maximum qu'on paie aux enseignants. Donc le pouvoir togolais, il va prendre cet argent et mutiler une partie et donner le reste qu'il faut à ses enseignants. Donc les gens sont au Nigeria, mais ils sont payés. Le virement se fait à partir du Togo parce que le gouvernement Togo l'a fait. Ils en ont fait même pour les zones franches, la mèche Amina, la mèche Nina et tout. Et la différence, ou bien, bon, comme il n'y a pas de caisse de l'État vraiment crédible, la différence rentre dans les poches ou bien du ministère de la fonction publique et tout ça là, ou bien du ministère de l'économie. Et c'est une ou deux personnes qui encaissent la différence de l'argent des gens qui vont souffrir pour travailler. Et là, ils ont encore le contrôle financier sur des Togolais qui vont trouver du travail et exercer ailleurs. Vous voyez la méchanceté. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des enquêtes sur l'intendance militaire. L'intendance militaire, c'est celui qui s'occupe de toutes les questions financières, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau du salaire, au niveau des indemnités, au niveau des frais de mission des militaires. J'ai enquêté là-dessus. J'ai rencontré à l'époque le colonel Bangana, qui avait ses locaux, son bureau au sein de l'ancienne douane de Lomé. Mais quand on a fait les enquêtes, on a compris que parfois, il y a des gens qui veulent faire les choses de façon normale, sincère, mais l'État leur impose une situation. Quand les Togolais, les militaires togolais vont à l'étranger parce qu'ils aiment bien, parce que c'est ça qui leur permet d'avoir un peu d'argent, parce qu'ils sont sous-payés. Quand ils vont dans les missions, normalement, pour tous les autres pays militaires qui sont en mission, on leur donne